C'est une véritable chape de plomb. Bonjour Arnaud Atman. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous avez co-réalisé avec votre compagne Marlène Rabot Meurtre à Kinshasa. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Alors le tireur, c'est l'un des gardes du corps. Il y a un seul témoin. Vous l'avez rencontré pour votre documentaire. On l'écoute et on revient juste après. Eh bien, nous aimerions d'abord vous relater comment les faits se sont passés. C'était le 16 janvier 2001. Mzé travaillait dans ce bureau. C'est un bureau habituel qu'on appelle la Maison Blanche. Et il travaillait avec l'un de ses collaborateurs, le directeur de cabinet. Voici les dossiers sur lesquels il travaillait. Et la paire de lunettes qu'il a portées ce jour-là, les stylos, tout ce qu'il a utilisé se trouve là. On n'a rien enlevé. Et quand Mzé était assis là-bas, il a vu quelqu'un de l'autre côté. Cette porte-là était ouverte. Il a vu un de ses gardes rapprochés qui lui a fait signe qu'il voulait lui parler en aparté. Et alors, le connaissant, il lui a fait signe de venir. Il est entré juste à côté de Mzé. Malheureusement, il était armé. Il avait son revolver. Et il a tiré à bout portant. Alors, vous regardez ici sur le fauteuil, vous voyez l'impact des balles. Il y a une balle ici. Et ça, c'est le sang. Ça, c'est le sang également. Une balle est entrée là-bas, une autre ici derrière. Alors à partir de cet assassinat, et à partir de celui qui l'a perpétré, c'est-à-dire le garde du corps, l'un des gardes du corps de Laurent Désiré Kabila, vous ouvrez plusieurs pistes, Arnaud Atman. Quelle est celle qui vous semble la plus plausible? Eh bien, Laurent Désiré Kabila a effectivement été tué par son garde du corps, Rachidi. Rachidi, une fois son forfait commis, avait un plan de fuite, c'est-à-dire qu'un de ses collègues garde du corps l'attendait à l'extérieur du palais, dans une voiture, et devait ensuite l'emmener dans un lieu où il ne risquait rien. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Rachidi a été lui-même exécuté. Ça, c'était pas prévu. Vous savez, les assassinats politiques et les assassinats en général ne sont pas une science exacte. Donc il y a plusieurs acteurs impliqués, mais tous, d'après mes recherches, ne font pas partie du complot. Donc il y a un des hommes proches de Laurent Désiré Kabila, Edi Kapend, qui a réussi à arriver sur la scène du crime quelques minutes après l'assassinat, et qui, par vengeance, ça peut paraître surprenant, et pourtant c'est bien la réalité, par vengeance, attristé par la mort de son chef, impulsif, a exécuté le garde du corps qui venait lui-même d'être neutralisé par d'autres de ses collègues. Alors, quels sont les commanditaires de l'assassinat de Kabila? Alors, j'ai travaillé vraiment de manière très factuelle. Donc, les faits qu'on a réussi à établir, c'est que l'assassin avait un complice qui l'attendait à la sortie. On a retrouvé ce complice. Ce complice, ensuite, s'est rendu chez un homme d'affaires libanais qui est actif dans le secteur du diamant, qui avait lui-même des problèmes personnels avec Laurent Désiré Kabila. Il avait été exclu des affaires peu auparavant. Et les deux hommes ont réussi, l'un a été brièvement arrêté. Finalement, ils ont réussi à bénéficier de complicité pour s'évader et pour rejoindre les rebelles du mouvement qui s'appelait alors le RCD et qui, avec le soutien du Rwanda, contrôlait l'Est du Congo. Et donc, notre conclusion à Marlène Rabot et à moi-même, c'est que, en fait, Laurent Désiré Kabila a été tué par ses gardes du corps dans le cadre d'un complot qui a été mis en place par les rebelles soutenus par le Rwanda, avec l'aval du Rwanda et avec aussi des contacts qu'on a réussi à mettre en lumière entre les gardes du corps et l'ambassade américaine de Kinshasa à l'époque, qui une responsable nous confirme dans le film qu'elle prenait des bières avec les gardes du corps, qu'elle avait des relations personnelles avec eux, et on en déduit que les États-Unis étaient probablement au courant de ce que le RCD, le Rwanda probablement, les gardes du corps préparaient. Voilà en quelque sorte la trame de cet assassinat. Il y a eu un procès devant des juges militaires qui a eu lieu en 2002. Il y avait 115 accusés. Il y a 50 qui croupissent actuellement toujours dans la prison de Kinshasa. Vous avez d'ailleurs fait rentrer une caméra pour que l'un des détenus qui depuis s'est évadé puisse témoigner. Et tout le monde dit à Kinshasa qu'ils sont innocents. Alors pourquoi est-ce que la justice ne réouvre pas ce dossier? Cette affaire est le dossier tabou
du Congo aujourd'hui, parce qu'elle concerne l'ancien chef d'État, certes, mais aussi celui qui est le père de l'actuel président, le père de Joseph Kabila. Et donc, c'est géré comme une affaire personnelle. Les collaborateurs de Joseph Kabila n'osent pas lui en parler parce qu'ils considèrent que c'est une affaire familiale. Et donc, on est dans une situation, une espèce d'omerta. Personne n'ose en parler. Tout le monde sait pertinemment bien que ce sont des innocents qui ont été condamnés. Et d'ailleurs, plusieurs des hauts responsables politiques de l'époque nous le disent de manière tout à fait ouverte dans le film. L'un d'entre eux nous dit, Abdoulaye Rodia, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Laurent Désiré Kabila, son compagnon de route, qui est aujourd'hui sénateur, nous dit, avec un aplomb qui est sidérant, il nous dit « Mais on sait que ce ne sont pas eux qui ont fait le coup, mais on ne pourra les libérer que le jour où on trouve les véritables coupables. » Et on dirait que Joseph Kabila a assis son pouvoir à l'époque sur le fait, notamment, d'avoir pu dire « J'ai trouvé les assassins de mon père, je suis donc, j'ai la carrure qu'il faut pour prendre les rênes du pays en main. » Ce qu'il oublie, à mon avis, c'est que depuis 2006, il est élu. Et donc, sa légitimité est tirée de son élection et non pas du fait qu'il ait pu ou qu'il n'ait pas pu trouver des assassins de son père. Il faut savoir que d'un point de vue technique, l'affaire est également dans une impasse judiciaire. Vous parliez de chape de plomb, et c'est le bon mot, parce que les avocats n'ont jamais reçu les motivations du jugement. Donc des gens ont été condamnés à mort, condamnés à la perpétuité. La peine de mort a été commués en prison à perpétuité, mais le jugement n'a jamais été motivé. Et donc, ils n'ont pas l'instrument juridique qui leur permettrait de faire appel, de relancer de relancer une procédure judiciaire. On vous voit d'ailleurs dans le documentaire poser une question très claire à Joseph Kabila, le président. Vous avez passé 10 ans au Congo, un peu plus de 10 ans. Vous n'avez pas eu de problème pour tourner ce documentaire? Comment vous avez fait? Je savais effectivement que c'était une question taboue, mais moi je suis arrivé au Congo comme jeune correspondant de presse pour la BBC, puis pour France 24 et TV5 notamment, et une des premières affaires que j'ai couvertes, c'est effectivement l'assassinat de Laurent Désiré Kabila et puis le procès qui s'en est suivi. Et j'étais resté avec le sentiment, avec cette conviction intime que des innocents avaient été condamnés. Mais vous savez, vous faites le même métier que moi, vous savez que une information chasse l'autre, et donc le procès étant terminé, après on passe à autre chose. Puis le Congo est un pays où il se passe tellement de choses et où il y a si peu de journalistes travaillant pour des médias étrangers. Et du coup, c'est vrai que j'étais resté avec ce sentiment-là et vraiment le besoin de revenir, de revisiter sur cette affaire avec ce film. Il y a Jean-Marie Louboula, qui est un téléspectateur congolais. Il vit à Atlanta, aux États-Unis, et il vous demande quel bilan vous tirez des 10 années de présidence justement de Joseph Kabila. Bon, je crois que c'est un peu tôt pour tirer... Alors c'est vrai, 10 ans, on pourrait tirer des bilans. Je pense que d'un point de vue économique, il y a quand même des avancées pour la population, qu'il y a une croissance, il y a des choses qui se passent, on construit. Par contre, le danger, je pense, c'est sur le plan juridique, c'est que les tribunaux ne fonctionnent pas bien du tout. Et donc, les gens n'ont pas de sécurité juridique. Il y a énormément de problèmes de parcelles, de propriété sur la terre. Et puis, il y a ces changements constitutionnels qui ont été faits récemment. Et c'est vrai que l'élection de cette année sera cruciale. Disons, les structures démocratiques congolaises sont extrêmement jeunes et fragiles. Et on peut se demander si elles vont pouvoir être consolidées alors que... Je sais pas si il y a eu un changement constitutionnel. Au lieu d'avoir une élection à 2 tours, ça sera une élection à un seul tour. Donc on risque de se retrouver avec un président élu avec un faible pourcentage de la population, des électeurs. Donc tout ça est un avenir certainement un petit peu trouble. Votre documentaire est passé à la RTBF en janvier. Il passera certainement sur d'autres chaînes, notamment sur France O. On va se quitter avec cette réflexion de Sénèque. Le 27 novembre sur France O. Le 27 de ce mois-ci, le 27 avril. Le 27 avril de ce mois-ci sur France O. Donc, meurtre à Kinshasa qui a tué Laurent Désiré Kabila. Cette réflexion de Sénèque, pour se quitter, le philosophe latin qui disait « Le coupable est celui à qui le crime profite ». Merci beaucoup, Arnaud Zeitman, d'être passé par TV5 Monde. Vous pouvez réagir
sur votreavis@tv5monde.org ou posez vos questions à Gilles Labarthe dans Sarko l'Africain. L'ethnologue suisse nous explique pourquoi Nicolas Sarkozy s'intéresse plus à l'Afrique qu'on ne le pense. Gilles Labarthe sera demain notre invité.